La WWE se nourrit de drame, mais parfois la colère à l'intérieur du ring n'est pas seulement pour le spectacle. Il y a eu des moments où une véritable frustration, des rancunes réelles et des incidents inattendus ont poussé les catcheurs au-delà de leur point de rupture, juste devant les caméras. Qu'il s'agisse d'un mouvement raté qui aurait pu causer une blessure grave, d'une gifle imprévue qui a frappé un peu trop fort ou d'un passage soudain du divertissement à la rage légitime, ces débordements nous ont ébranlés. Voici les moments où les catcheurs de la WWE ont cessé de jouer la comédie pendant un instant et étaient visiblement furieux. Comme on dit, les femmes d'abord. L'amitié entre Becky Lynch et Charlotte Flair a été largement documentée. Autrefois amis proches, à l'écran comme en dehors, leur lien s'est brisé à l'époque où Becky Lynch est devenue The Man. Mais revenons un peu en arrière pour voir comment les choses ont commencé. Becky et Charlotte ont fait leur début à la WWE dans le cadre de la Divas Revolution en 2015 aux côtés de Sasha Banks, aux côtés de Bayley qui est restée à NXT pendant un certain temps lorsque les trois autres ont été appelés à rejoindre le roster principal. Elles étaient The Four Horsewomen. Elles ont joué un rôle crucial dans le changement du paysage de la division féminine qui, pendant des années, n'a été considérée que comme un bonbon pour les yeux, en raison des innombrables matchs en soutien-gorge et en culotte, malgré le fait que ces filles pouvaient réellement lutter lorsqu'elles en avaient le droit. Elles ont d'abord été alliées, formant l'équipe PCB avec Paige. Cependant, Charlotte s'est retournée contre Becky à la fin de l'année 2015, marquant le début de leur rivalité à l'écran. Malgré leur rivalité à l'écran, elles étaient toujours super proches en coulisses. Des BFF, en quelque sorte. Elles voyageaient ensemble, s'entraînaient ensemble et postaient fréquemment des photos sur les médias sociaux, s'amusant comme des folles. Au cours des 3 années qui ont suivi, Charlotte a toujours été présentée comme la femme et le visage de la division à la WWE. De son côté, Becky n'était que la fille cool que tout le monde aimait, mais elle n'a jamais été positionnée en tant que protagoniste légitime comme Flair ou Sasha Banks. Le public a commencé à se lasser de se faire enfoncer Charlotte dans la gorge et à exprimer de plus en plus clairement son désir de voir The Irish Lass Kicker présenté sous un jour plus favorable. Lors de l'édition 2018 de SummerSlam, Becky Lynch a battu Charlotte après que Flair ait remporté un match triple menace pour le titre féminin. À l'écran, ce fut la fin de leur amitié et le début de leur rivalité. Gardez à l'esprit que Becky et Charlotte étaient toutes deux des babyface à l'époque et que la WWE a donc essayé de faire de Becky la heel. Mais le public n'a pas voulu. Lorsque Becky s'est retournée contre Charlotte, l'arène est devenue folle et tout le monde a adoré ça parce qu'ils ont enfin pu voir le côté passionné de Becky au lieu de la vieille gimmick boiteuse du bon gars. Je suis juste heureux d'être ici. Pendant un mois, ils ont essayé de la faire passer pour une heel, mais le public a adoré chaque seconde où il a pu voir Becky à la télévision. Ils n'ont donc pas eu d'autre choix que de pivoter et d'adopter le gimmick d'anti-héroïne de Becky, ce qui a alimenté son ascension monumentale en tant que The Man. À cette époque, la rivalité entre Becky et Charlotte est devenue personnelle. Becky qualifiant Charlotte de plastique et l'accusant de toujours prendre le devant de la scène. Charlotte était toujours la star de la WWE, mais Becky est devenue la favorite des fans. Leur compétition grandissante a provoqué une rupture dans leur amitié réelle. Charlotte était frustrée par son booking, estimant qu'elle perdait sa crédibilité, alors que Becky s'était imposée comme l'une des plus grandes stars de la compagnie. En 2021, leur relation est devenue encore plus tendue. En octobre, à la suite de la draft de la WWE, un segment a été programmé à SmackDown pour un échange de titres entre Charlotte et Becky, car elles avaient été draftées dans des marques opposées tout en détenant leurs ceintures respectives. Sonya Deville, représentante de la WWE à l'écran, était présente pour superviser l'échange. Le plan initial prévoyait que Becky prenne le titre de Charlotte et se vante d'être Becky Two Belts, avant que Sonya Deville ne lui demande de remettre le titre à Flair. Cependant, lors du segment en direct, Charlotte s'est écartée du scénario en laissant tomber le titre féminin de Réo sur le sol alors que Lynch tentait de s'en emparer. Non seulement cela ne faisait pas partie du script, mais cela a créé une atmosphère extrêmement gênante sur le ring et une tension visible entre elles. En coulisses, la situation a dégénéré en une confrontation passionnée entre Becky et Charlotte, et la direction de la WWE
est intervenue pour apaiser les tensions. Becky était furieuse des actions de son ancienne amie, qu'elle a qualifiées de très peu professionnelles. Mais Becky n'était pas la seule à en vouloir à The Queen. Sonia Deville, qui faisait également partie du segment, a été déclarée assez furieuse pour vouloir se battre avec Charlotte à cause de l'incident. N'oubliez pas que Sonia Deville est une ancienne combattante de MMA, pour de vrai. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de parier sur qui aurait gagné cet échange. Quoi qu'il en soit, plus tard, au cours d'une interview, Becky a confirmé que Charlotte avait agi contre le plan convenu, ce qui a conduit à l'altercation en coulisses. Elle a également admis qu'elle était furieuse de la situation. Becky a également reconnu plus tard dans d'autres interviews que leur amitié ne s'était jamais remise de leur rivalité professionnelle et de l'incident de l'échange de titres à SmackDown. Elle a admis qu'elle n'était plus proche, mais qu'elle se respectait professionnellement. Charlotte, dans ses propres interviews, est restée plus vague sur la situation, disant qu'elle se concentrait sur ce qui était le mieux pour elle. Une chose est sûre, les deux ne sont plus amis et il n'y a aucun moyen de savoir si elles le redeviendront un jour. En parlant de Charlotte Flair, elle a également été impliquée dans le moment suivant. La championne féminine de Raw, Ronda Rousey, devait à l'origine affronter la championne de SmackDown, Becky Lynch, dans un match très attendu lors des Survivor Series 2018. Cependant, en raison d'une blessure légitime que Becky a subie après avoir été frappée au visage par Nia Jax lors d'une bagarre à Raw, Charlotte Flair a été choisie pour la remplacer. Le match entre Ronda et Charlotte a été intense et percutant, mettant en valeur leurs forces respectives. Au fur et à mesure du combat, la frustration de Charlotte Flair est devenue de plus en plus évidente. Puis, dans une tournure inattendue, elle a violemment attaqué Ronda avec un bâton de kendo, ce qui a entraîné une disqualification. L'agression ne s'est pas arrêtée là. Flair a continué son assaut, utilisant des chaises et d'autres armes pour infliger d'autres dégâts. Ce moment marque un tournant majeur pour Flair, mais c'est là que les choses se compliquent. Tout comme lorsque Becky s'est retournée contre Charlotte et que les fans se sont mis à soutenir The Man, lorsque Flair s'est retourné contre la babyface Ronda en battant l'ancienne médaillée olympique, ils l'ont remercié bruyamment. Pourquoi? Parce que les fans étaient fatigués de la progression rapide de Ronda à la WWE. Habituée au soutien massif des fans, la patronne l'a prise au dépourvu et Rousey a manifestement été affectée par cet accueil hostile. Elle avait l'air sincèrement contrariée en quittant le ring et en se dirigeant vers les coulisses, où les responsables de la WWE et ses collègues catcheurs ont pris note de sa réaction. Ce moment a déclenché des discussions internes sur la façon d'adapter son personnage à l'avenir, ce qui a conduit à une modification de sa personnalité à l'écran. Dans des interviews ultérieures, Rousey a ouvertement exprimé sa frustration face à la réaction du public, admettant qu'elle se sentait mal à l'aise d'avoir été choisie comme babyface alors que le public se retournait contre elle. Elle a fait la célèbre remarque suivante: « Ils m'ont hué en dehors du stade. Je vous emmerde. » Cet événement a marqué un tournant dans la carrière de Rousey à la WWE. La réaction inattendue du public et la frustration visible de Rousey l'ont amené à adopter un personnage de talon, ce qui a permis d'aligner son personnage à l'écran plus étroitement, avec la perception que le public avait d'elle. En ce qui concerne les catcheurs, que le public n'attendait qu'une chose, qu'ils passent du côté du talon. Vous vous souvenez de la version Big Dog de Roman Reigns? Pendant la période précédant leur match très médiatisé à No Mercy 2017, une promo historique a eu lieu entre John Cena et Roman Reigns à Raw. Cette promo était juste destinée à renforcer l'anticipation de leur match, mais bon sang, elle a fait bien plus que cela. Lors de la signature du contrat, Cena et Reigns se sont lancés dans un échange verbal houleux. Cena, connu pour ses talents exceptionnels au micro, a critiqué Reigns, affirmant qu'il avait été protégé par la direction de la WWE et qu'il n'avait pas de véritable talent. À un moment donné, Reigns a trébuché sur ses mots, ce qui a provoqué une pause gênante. Cena a saisi l'occasion en faisant remarquer « Ça s'appelle une promo, gamin. Si tu veux être le grand Manitou, il va falloir que tu apprennes à le faire. » Cette réplique non scénarisée a ajouté à l'authenticité de l'échange et a souligné la tension entre les deux, la foule réagissant en conséquence. On pouvait voir que Roman était en colère car juste après, il a traité Cena de « fausse salope ». Non pas une fois, mais 2 fois. Visiblement frustré, Roman a tenté de retrouver son calme, mais a eu du mal à égaler Cena au micro. Son irritation était évidente, et le segment a mis en évidence son travail au micro, en particulier contre un vétéran comme Big Match John. Repensant à l'incident des années plus tard, Roman a admis dans une interview sur le podcast After the Bell
qu'il avait eu un blanc pendant la promotion, reconnaissant que l'expérience, bien que difficile, avait finalement fait de lui un meilleur interprète. Je pense que le fait d'être dans cette position et de vivre cette expérience m'a rendu meilleur. Si l'on veut voir le verre à moitié plein, la vérité est que cette confrontation a été un moment charnière dans la carrière de Roman. Au fil des ans, Reigns a complètement transformé ses compétences au micro, évoluant vers l'aura inégalée de notre Tribal Chief. Sa capacité à contrôler une foule avec peu de mots et un rythme délibéré est devenue l'une de ses forces déterminantes, et peut-être que Cena est l'une des personnes que nous devrions remercier pour cela. Mais bon, gardez à l'esprit que ce n'est pas la seule fois que John Cena a énervé un membre de la légendaire famille Anoa'i. Il l'avait déjà fait quelques années plus tôt. Il l'avait déjà fait quelques années auparavant avec l'un des cousins de Roman. Lors de la préparation de WrestleMania 28, la WWE faisait la promotion de l'un des plus grands matchs de son histoire, John Cena contre The Rock. Intitulé Once in a Lifetime, ce match devait opposer deux des plus grandes icônes de la WWE, l'une représentant l'ère de l'attitude, l'autre incarnant l'ère moderne de la PG. Mais ce qui a rendu cette querelle unique, c'est qu'il y avait une réelle tension en coulisses. Cena s'est toujours opposé à ce que des catcheurs à temps partiel reviennent et prennent des places dans le main event, estimant que cela sapait le travail acharné des catcheurs à temps plein qui portèrent la compagnie semaine après semaine. Il estimait que ces superstars de retour, bien qu'elles soient des attractions précieuses, perturbaient la narration à long terme et privaient d'opportunités les catcheurs qui se consacraient à la WWE tout au long de l'année. Bien que Cena respecte publiquement The Rock en coulisses, il n'apprécie pas que ce dernier ait quitté la WWE pour Hollywood et qu'il ne revienne que lorsque cela l'arrange. Le Rock, quant à lui, estimait que Cena n'appréciait pas son héritage. Mais les choses ont dégénéré un soir de mars 2012, lors d'un segment promotionnel à Raw, qui est devenu un moment décisif dans leur querelle avant WrestleMania 28. Il s'agissait d'un cas rare, où la tension de la vie réelle s'est répandue sur le ring, intensifiant la rivalité déjà vive et rendant leur affrontement final encore plus personnel et authentique pour les fans. Dans le cadre de la préparation de WrestleMania, Cena et The Rock se sont livrés à une série d'échanges verbaux passionnés. On s'attendait à ce que The Rock, l'un des plus grands orateurs de l'histoire de la WWE, détruise verbalement Cena dans ses segments. Il l'avait déjà fait avec des superstars comme Stone Cold et Triple H. Mais Cena n'a pas reculé. Pendant la promotion, Cena s'est tenu sur le ring avec sa confiance en soi caractéristique. Il n'avait qu'un seul objectif: prouver que le Rock, malgré tout son charisme, n'était pas aussi vif qu'il l'était auparavant. Alors que le Rock était en train de prononcer l'une de ses promos passionnées, Cena l'a soudainement interrompu. Il a regardé le poignet du Rock, plissant les yeux comme s'il avait remarqué quelque chose de bizarre. Puis, avec un sourire narquois, Cena a complètement brisé le calme du Rock en disant « Je n'ai pas besoin de notes de ma promo sur mon poignet ». La foule a immédiatement réagi. Cena venait de reprocher au Rock, connu pour sa vivacité d'esprit et ses promos magistrales, d'avoir écrit des notes sur son poignet pour l'aider à se souvenir de ses répliques. Si certains catcheurs utilisent parfois des messages ou des indices, il est rare qu'un catcheur de l'envergure du Rock ait recours à des notes écrites, ce qui rend ce moment particulièrement surprenant. La caméra a fait un zoom, et bien sûr, il y avait des mots visibles écrits sur le poignet de The Rock. Selon une règle tacite de la WWE, les catcheurs sont censés se souvenir de tout sur le champ, et Cena vient d'exposer le Rock en direct à la télévision. Pendant un bref instant, The Rock semble ébranlé. Son assurance habituelle avait disparu. Il a serré la mâchoire, fixé Cena, et ses yeux ont brillé d'une véritable colère. The Rock a essayé de se débarrasser de cette colère et de terminer sa promo, mais il était clair que Cena lui avait mis la puce à l'oreille. Après le spectacle, The Rock était furieux. Selon certaines informations, il a pris d'assaut les coulisses et a confronté Cena à propos de ce moment. Pour The Rock, il ne s'agissait pas d'une simple promotion, mais d'une affaire personnelle. Il s'est senti irrespectueux, comme si Cena laissait entendre qu'il avait perdu la main et qu'il n'était plus capable de jouer au plus haut niveau. Cena, lui, est resté fidèle à ce qu'il a fait. Pour lui, ce n'était qu'une question de business, une façon de promouvoir leur match et de le rendre plus intense. Mais The Rock ne l'a pas vu de cette façon. Plusieurs sources, y compris des initiés de la WWE,
ont confirmé plus tard que c'est ce soir-là que The Rock a réalisé à quel point Cena rendait la querelle personnelle. Dans une interview donnée des années plus tard, Cena a reconnu qu'il avait délibérément exposé The Rock parce qu'il voulait le tester, pour voir si The Rock était toujours aussi vif qu'il l'était pendant l'ère de l'attitude. Malgré les tensions, The Rock et Cena se sont retrouvés en tête d'affiche de WrestleMania 28, où The Rock a battu Cena devant une foule record à Miami. Cependant, les tensions dans la vie réelle n'ont jamais complètement disparu. Même s'ils ont travaillé ensemble plus tard, en 2013, pour la revanche à WrestleMania 29, où Cena a gagné, The Rock et Cena n'ont jamais été vraiment proches pendant cette période. Leur relation est restée tendue pendant des années, les deux hommes reconnaissant leur rivalité professionnelle dans des interviews. Cependant, leur respect mutuel s'est développé au fil du temps, en particulier lorsque Cena est passé à Hollywood et que The Rock a reconnu les défis de cette industrie. Finalement, The Rock a publiquement fait l'éloge de la carrière d'acteur de Cena, ce qui a marqué un tournant dans leur relation. Il leur a fallu des années pour enterrer complètement la hache de guerre, ce qu'ils ont fini par faire lorsque The Rock a publiquement fait l'éloge du succès hollywoodien de Cena. Mais cette nuit de mars 2012, lorsque Cena a révélé les notes de poignet du Rock, l'hostilité était 100% réelle. Et pendant un bref instant, l'univers de la WWE a vu The Rock, l'un des athlètes les plus inébranlables de l'histoire, visiblement furieux. Ce moment a ajouté une couche supplémentaire d'authenticité à leur querelle, élevant la rivalité aux yeux des fans et de la direction de la WWE. Il a prouvé que leur tension était bien plus qu'un simple drame scénaristique, rendant leur affrontement à WrestleMania encore plus important. En parlant de moments importants à WrestleMania 34, Brock Lesnar a défendu son titre de champion du monde contre Roman Reigns dans un match principal très physique. Le match a comporté de nombreux F5 et des coups de coude brutaux, laissant Reigns visiblement en sang. Malgré l'intensité du combat, le public a réagi négativement, scandant « ennuyeux »,« c'est horrible » et même « CM Punk ». De nombreux fans s'étaient lassés de la forte dépendance de la WWE à l'égard des champions à temps partiel et de l'organisation répétitive de Lesnar contre Reigns. Le rythme plus lent du match, combiné à un résultat prévisible, a contribué au désengagement de la foule, certains se divertissant même en lançant des ballons de plage dans la foule. Après sa victoire, Lesnar, visiblement frustré, a pris d'assaut les coulisses, poussant agressivement les membres de l'équipe et claquant une porte derrière lui. Lors d'un moment filmé par les caméras de la WWE pour un documentaire de WWE 24, Lesnar a jeté la ceinture du championnat universel en direction du président de la WWE, Vince McMahon. McMahon, pris au dépourvu, a réagi en traitant Lesnar de « trou du cul ». Les raisons de l'acte de Lesnar ont été largement débattues. Certains rapports suggèrent qu'il était frustré par la faible réaction du public et par l'exécution générale du match. D'autres supposent que des changements créatifs de dernière minute ont contribué à sa colère. À l'origine, Lesnar devait céder son titre à Reigns et retourner à l'UFC. Mais Vince McMahon et d'autres dirigeants de la WWE ont finalement décidé de prolonger son règne, apparemment en raison d'incitations financières et d'un désir de prolonger sa domination dans l'histoire afin d'augmenter les audiences et les achats de pay-per-view. Quelle que soit l'intention, l'incident reste l'un des moments d'après-match les plus discutés de l'histoire de WrestleMania, suscitant des comparaisons avec d'autres débordements d'après-match controversés, tels que la réaction enflammée de Batista après le Royal Rumble de 2014. À propos de Brock Lesnar, ce n'est pas la seule fois où la bête incarnée a été visiblement contrariée. Lors du Royal Rumble 2018, un triple threat match pour le championnat universel mettait aux prises Brock Lesnar, Braun Strowman et Kane. Pendant le match, les tensions se sont intensifiées lorsque Strowman a posé un genou raide sur la tête de Lesnar, provoquant une riposte immédiate et énergique de la part de The Beast Incarnate. Lesnar a immédiatement riposté en donnant un coup de poing du droit à la tête de Strowman, lui demandant de ralentir. Cet échange non scénarisé a souligné la nature physique de leur confrontation et a été capturé lors de la diffusion en direct, Corey Graves et Michael Cole reconnaissant immédiatement l'intensité du moment et exprimant leur choc face à la rapidité de la riposte de Lesnar. Réfléchissant à l'incident, Strowman a reconnu son rôle dans l'escalade, déclarant « Je l'ai frappé accidentellement avec le genou.
et il n'était pas content. Il a ajouté qu'après le match, les deux hommes avaient abordé la situation de manière professionnelle. Nous en avons ri après coup. C'est comme ça. Nous sommes allés à l'arrière et j'ai dit « Hey, my bad ». Il a dit la même chose et nous avons continué nos affaires. Strowman a souligné le respect mutuel entre eux, notant que les deux sont des mâles très dominants et que cette physicalité fait partie du métier. Au moins, nous savons que Strowman peut encaisser des coups. S'il y a un gars que vous ne voulez pas mettre en colère pendant un match, c'est bien Brock Lesnar. Mais Brock n'est pas le seul vétéran connu pour ses crises de colère sur le ring. En janvier 2010, Randy Orton, Kofi Kingston et John Cena se sont affrontés lors d'un match triple menace à Raw. Au cours de ce match, un incident s'est produit qui a eu des répercussions importantes sur la carrière de Kofi. Pour ajouter un peu de contexte, c'est à peu près l'époque où Randy Orton est devenu chauve et a commencé à donner des coups de pied dans la tête de tout le monde, comme une menace. Cette fois, c'est Kofi qui avait l'intention de recevoir le fameux punt kick d'Orton. Pour ce faire, Kofi devait rester au sol pour qu'Orton puisse l'exécuter, mais Kingston s'est levé prématurément, peut-être à cause d'une mauvaise communication, ce qui a perturbé les plans initiaux. Orton tente de repousser Kingston au sol, mais ce dernier se relève à nouveau, obligeant Orton à improviser en délivrant un puissant RKO. Frustré, Orton a crié « Stupide, stupide !» à Kingston immédiatement après avoir remporté la victoire. Cette erreur de communication a provoqué des tensions en coulisses. Orton exprimant son mécontentement à la direction de la WWE. Divers rapports et comptes rendus d'initiés, y compris des interviews d'anciens écrivains de la WWE et d'initiés de l'industrie, ont suggéré que l'incident a eu un impact négatif sur la trajectoire de la carrière de Kingston. Dave Meltzer de la Wrestling Observer Newsletter a noté que la frustration d'Orton pourrait avoir influencé la décision de la WWE de mettre un terme à la carrière de Kingston, bien que la WWE n'ait jamais officiellement confirmé cette information. À l'époque, Kingston était considéré comme un prétendant à une promotion, y compris une victoire potentielle dans le Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania 26. Cependant, après ce match, les apparitions télévisées de Kingston ont diminué et il a connu une série de défaites, étant souvent relégué au statut de mid-card. Près d'une décennie plus tard, en 2019, la WWE a relancé la querelle entre Kingston et Orton, cette fois dans des circonstances très différentes. À ce stade, Kofi avait gagné le soutien massif des fans, largement alimenté par le mouvement Kofi Mania, qui a vu les fans se rallier à lui en tant qu'outsider méritant une opportunité de titre mondial, ce qui a conduit à sa poussée tant attendue vers le titre WWE. La WWE a capitalisé sur leur histoire réelle pour ajouter de la profondeur à leur intrigue, en reconnaissant les tensions passées et en permettant à Kingston d'aborder les obstacles auxquels il a été confronté. Lors d'un match à SmackDown, Kingston a fait référence à leur affrontement de 2010 en se moquant d'Orton avec le même ton « stupide », exclamation marque. Ce rappel a non seulement interpellé les fans de longue date de la WWE, mais a également permis d'intégrer des frictions de la vie réelle dans la narration. Bien que leur rivalité à l'écran soit restée intense, Kingston et Orton ont déclaré plus tard dans des interviews qu'ils avaient dépassé l'incident, faisant preuve d'un respect mutuel pour leurs carrières respectives. Dans une interview accordée à l'émission The Bump de la WWE, Kofi est revenu sur leur histoire en déclarant « En fin de compte, nous sommes tous les deux des compétiteurs, et parfois, les choses s'enveniment. Mais je respecte Randy pour tout ce qu'il a fait, et nous sommes tous les deux allés de l'avant. » De même, Orton a reconnu dans une autre interview que leur tension passée était « de l'eau qui a coulé sous les ponts » et qu'il admirait la résilience de Kingston. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de cette situation. Lors des Survivor Series 1997, Bret Hart devait défendre son titre de champion de la WWE contre Shawn Michaels à Montréal, au Québec. Bret Hart est l'un des piliers de la WWE depuis les années 80, remportant des succès aussi bien en équipe qu'en simple. En 1996, Hart a signé un contrat sans précédent de 20 ans avec la WWE, symbolisant la loyauté mutuelle. Cependant, un an plus tard, la WWE connaît des difficultés financières en raison de la concurrence féroce de la WCW.
Pour réduire la pression financière, Vince encourage Bret à explorer les possibilités offertes par la WCW, ce qui amène Hart à signer un contrat lucratif avec la promotion rivale tout en conservant le titre de champion de la WWE. Le départ imminent de Hart pose cependant un grand dilemme. Il ne voulait pas perdre le titre au profit de Shawn au Canada, car il se considérait comme un héros national représentant la catch canadienne. De plus, soyons réalistes, sa querelle personnelle de longue date avec Shawn, alimentée par des tensions réelles en coulisses et des commentaires irrespectueux, l'a rendu inflexible sur le fait de ne pas laisser le titre à son rival sur son propre sol. Hart a proposé de conserver le titre au Survivor Series et d'y renoncer ou de le perdre à une date ultérieure. Vince a d'abord accepté une disqualification, permettant à Bret de conserver son titre. Cependant, il s'inquiète par la suite du fait que Hart pourrait apparaître à la télévision de la WCW avec le titre de la WWE, ce qui pourrait nuire à la réputation de la WWE. Pour éviter ce risque, Vince a conspiré avec Michaels, Triple H et un groupe restreint d'officiels pour modifier la fin du match à l'insu de Bret. La séquence convenue impliquait que Michaels applique le sharpshooter, le mouvement fétiche de Hart, alors que l'arbitre était temporairement hors d'état de nuire. Hart était censé inverser la prise, ce qui conduisait à une disqualification après une interférence extérieure. Cependant, le véritable plan de McMahon était de faire en sorte que l'arbitre appelle la cloche immédiatement après que Michaels ait verrouillé le sharpshooter, signalant faussement la soumission de Hart. Pendant le match, les choses se sont déroulées exactement comme prévu. La foule a explosé dans un mélange de choc et de confusion, et de nombreux fans sont restés incrédules. La tension dans l'arène est devenue palpable. Le public sentant que quelque chose de controversé est en train de se dérouler sous ses yeux. Contrairement à ce qui avait été convenu, l'arbitre Earl Hebner, sous les ordres de McMahon, a immédiatement appelé la cloche, signalant une soumission. Hart, réalisant qu'il avait été trompé, était carrément furieux. Il cracha au visage de Vince, détruisit l'équipement du ring et les caméras et traça les lettres WCW dans l'air, symbolisant son départ imminent. En coulisses, Bret affronte également Vince, le frappe et lui laisse un œil au beurre noir. Le Montréal Screwjob a eu de profondes répercussions sur toutes les personnes impliquées. La relation entre Bret et la WWE est brisée, ce qui entraîne son départ pour la WCW, où il n'atteindra jamais le même niveau de succès. Entre-temps, la réputation de Michaels auprès des fans et des autres catcheurs a souffert, car beaucoup le considèrent comme complice de la trahison. Bien qu'il ait par la suite exprimé ses regrets, la controverse l'a poursuivi pendant des années, affectant sa position dans l'industrie. Des décennies plus tard, le Screwjob reste l'un des moments les plus controversés de l'histoire du catch. Avons-nous oublié des moments mémorables où les catcheurs de la WWE étaient vraiment furieux? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.